Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Prévenir les risques psychosociaux vers un environnement de travail sain et performant. On va se présenter. Donc moi, c'est Chantal Benoît. Je suis consultante en ressources humaines, chef de projet au cabinet de conseil en ressources humaines Actiforce. Et moi, c'est Marine Facon, je suis responsable de mission sociale chez Orcom. Et responsable de mission sociale, ça veut foncièrement dire juriste en droit du travail. Et donc, on va vous accompagner, Chantal et moi, tout au long de cette heure pour vous présenter ce qu'est un risque psychosocial et comment vous pouvez, au sein de votre société, pouvoir l'anticiper et quand ça arrive, pouvoir l'éradiquer, on va dire. Alors, avec Marine, on va peut-être faire un constat. Nous, de plus en plus, là, nous sommes sollicités suite à des suspicions de harcèlement, voire de conflits, de tensions dans les équipes. Ce qui était moins présent il y a quelques années, moi j'ai rejoint Actiforce il y a maintenant 7 ans, et je trouve que depuis 2 ans, ça s'est amplifié et on vient nous solliciter dans des situations de crise. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, c'est un constat qu'on fait à Actiforce et Orcom. Nous, au service social, on remarque que malheureusement, ces sujets-là sont de plus en plus d'actualité, et notamment sur le harcèlement sexuel. Étant donné qu'on en parle beaucoup dans les médias, bon, forcément, nous, ça nous impacte, et ça vous impacte, vous, dans vos sociétés, où vous allez avoir plus d'alertes et plus de problématiques sur ces sujets-là. Donc, l'idée, c'est de rebasculer un petit peu tous les éléments qu'on va vous présenter. Évidemment, vous pouvez nous poser des questions au fur et à mesure qu'on lira à la toute fin de ce webinaire. Et puis, on va commencer. Alors, pour démarrer, déjà, on vous donne quelques données avec des études récentes. Il y a eu une étude de OpinionWay pour cabinet Empreinte, qui a été réalisée en 2024, les données viennent de sortir. C'est un peu alarmant, les chiffres. Quand on voit 44% des salariés de l'étude déclarent en détresse psychologique, que le travail est une source de stress, que pour 22% des salariés estiment que leur travail a un impact négatif sur leur santé mentale, que les plus touchés sont les jeunes, les femmes et aussi les managers. Il faut savoir que le premier poste des dépenses de la branche sécurité sociale, c'est les maladies mentales et les troubles psychiques en France, qui s'élèvent à 23 milliards d'euros, ce qui est énorme. Il faut savoir qu'en 2025, la santé mentale est la première cause nationale. Donc avant de démarrer déjà, peut-être, qu'est-ce que les risques psychosociaux ? Alors, les risques psychosociaux, c'est tout ce qui concerne les situations de travail, l'environnement de travail, les conditions de travail qui ont un impact sur la santé mentale et la santé physique des salariés. Là, 2 définitions de l'INRS ou du ministère du Travail qui disent que ça correspond à des situations de travail où sont présents le stress, les violences internes, que ce soit entre collègues, entre services, entre hiérarchies ou externes, qui peuvent être des clients ou des fournisseurs, en tout cas, qui ont un impact sur la santé physique et mentale, qui ne permettent pas aux salariés de remplir pleinement leur mission ou de faire face à des situations de tension. On va vous proposer un premier sondage. Je vais vous lire les questions. Donc, on vous demande de répondre à ce sondage. Donc, selon vous et votre connaissance des risques psychosociaux, quelle situation, il y en a 4 qui vous sont proposées, représente un risque psychosocial? Il y a plusieurs réponses possibles. Oui. Alors, est-ce que c'est le fait d'adresser à un subordonné ou à une subordonnée des remarques sur sa vie privée, de porter des appréciations axées sur son autonomie, de tenter d'obtenir des faveurs sexuelles et d'exercer des mesures de représailles professionnelles? Est-ce que pour vous, c'est un risque psychosocial? Est-ce que la modification des fonctions, là un exemple de passer de tâches d'administration et de secrétariat sans rapport
avec les fonctions antérieures de la personne qui est comptable au retour de son congé parental. Le fait pour une salariée de devoir faire face à une charge de travail éprouvante, de subir des propos humiliants et insultants de la part de son employeur. Et dernière situation, le fait pour un salarié de travailler en contact avec une clientèle désobligeante et irrespectueuse. Pour vous, quelles sont les situations qui représentent un risque psychosocial? On vous laisse le temps d'y répondre. Je vois que les votes sont en cours. Effectivement, comme on vous l'a indiqué, il y a plusieurs réponses possibles. On peut voir les réponses. Alors, je termine, je ferme le sondage. Donc, pour votre information, vous êtes presque tombé dans le piège. C'est-à-dire qu'on voit bien que vous répondez en grosse majorité, donc à 90% sur le premier point, le fait d'adresser à une subordonnée des remarques sur sa vie privée et évidemment de faire des appréciations sur son anatomie et de demander des faveurs sexuelles. On est entièrement dans un RPS, on est sur du harcèlement sexuel. Les derniers également, donc le fait pour une salariée d'avoir devoir faire face à une charge de travail éprouvante et le fait également d'avoir un contact avec une clientèle désobligeante, vous avez entièrement raison, c'est du RPS. Pour l'avant-dernier, le troisième point, la charge de travail éprouvante, ça peut s'apparenter à du stress, voire même à du harcèlement moral. Et pour le dernier, c'est un stress qui vient de la clientèle. Ce n'est pas forcément interne, ça peut être externe aussi à la société. Et le petit piège, c'était le numéro 2. Effectivement, il y a quand même 70% d'entre vous qui ont trouvé le piège. La modification des fonctions et des tâches d'une salariée à son retour de congé parental, si ces modifications ne sont pas justifiées par un élément matériel et en tout cas quelque chose de juste, on va rentrer dans du harcèlement moral tout simplement parce que la personne va se sentir négligée, ne va pas comprendre la situation et on sera également sur du RPS. Donc bravo à tous, vous avez plutôt compris de quoi on parlait. Je ferme le sondage et je reviens sur notre présentation. Donc, comme vient de le dire Marine, en effet, le travail peut être une source de danger ou de stress. Et quand on parle de RPS, soit c'est combiné ou isolé. On parle de violence externe, hein, on parle de clients, on parle on peut parler de fournisseurs, quand il y a des insultes, des menaces, des agressions, des incivilités. Hein, c'est pour ça que certaines structures comme la police, les hôpitaux ont pris des mesures hein, pour protéger les salariés. Quand il y a du stress et que la personne, du stress répété, hein, et que la personne n'arrive plus à y faire face, et des violences internes, hein, on va parler de harcèlement, on peut parler de dénigrement, on peut parler de conflit, et quand il y a des conséquences pour les agents ou pour les salariés, des conséquences sur la santé physique, hein, donc des troubles d'anxiété par exemple, conséquences même physiques, hein, troubles du sommeil, troubles mal de dos, et ça a aussi un impact sur les équipes. On voit hein, des tensions, un climat qui se dégrade, et ça aura forcément un impact aussi si on est dans le milieu de la production, sur la production, voire quand on est dans les services, sur la qualité du service qu'on rend aux autres. En tout cas, les impacts peuvent être importants. Donc à présent, on va vous donner quelques petits conseils pour anticiper justement et mettre en place des actions préventives avant finalement d'arriver à une situation réelle de RPS. Donc là, on vous présente dans un premier temps les obligations légales. On pose le légal et ensuite on voit dans le concret ce qu'on peut faire. Donc le cadre général de la prévention de ces risques obéit aux principes généraux de prévention et à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. C'est hyper important cette notion de sécurité de résultat de l'employeur parce qu'en droit du travail, vous avez deux obligations de sécurité. Sécurité des résultats, ça signifie qu'on vous attend sur le résultat qui en résulte. Et l'obligation de moyens, ça veut dire que si vous êtes en capacité de prouver que vous avez mis tous les moyens en œuvre
pour ne pas arriver à une situation auquel cas votre obligation est remplie. Mais ce n'est pas le cas dans le cadre de RPS. On veut vraiment des résultats. Ça signifie finalement que vous, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation que vos salariés soient bien dans votre société. Il doit assurer la santé mentale de ses salariés. On doit prendre toutes les mesures pour prévenir des agissements de harcèlement moral. Et en cas d'échec de certaines politiques de prévention que vous pouvez mettre en place, toutes les atteintes à la santé mentale pourront faire l'objet de prise en charge au titre des accidents du travail ou encore des maladies professionnelles. Donc c'est en ça que toute votre démarche de prévention est hyper importante et cruciale, parce qu'on va vous demander si malheureusement vous avez un suicide dans votre société ou si vous avez des dépressions ou des stress. Ces dépressions, ces stress pourront être apparentés comme des maladies professionnelles. Et vous, derrière, donc déjà, il y a toute la charge que ça va générer en plus. Mais en plus, si vous avez le moindre contentieux, on va vous demander qu'avez-vous mis en place, quelles sont vos obligations de sécurité de résultats que vous avez faites. Et si vous n'êtes pas en capacité de prouver que vous avez mis tous les moyens pour arriver à un résultat avec un environnement serein et sain, vous êtes sûr que vous allez devoir payer des dommages et intérêts. Donc c'est dans ça que cette prévention est hyper importante pour les entreprises. Donc, on vous fait un petit point spécifique sur le stress au travail, parce que comme vous l'a expliqué Chantal, finalement, les RPS englobent pas mal de points. Le stress au travail, le harcèlement, l'environnement de travail. Donc, le stress au travail, ça peut être très difficile à qualifier, tout simplement parce que c'est différent d'un individu à l'autre. En effet, l'état de stress survient lorsque je vais avoir un déséquilibre entre la perception qu'une personne a de contraintes qu'on lui impose et la perception qu'elle a de ses propres ressources. Ça signifie, par exemple, je vais donner à mon salarié une charge de travail que je vais considérer comme correcte, et cette personne va voir cette charge de travail beaucoup plus importante que ce que moi j'ai la perception de lui donner. Donc il y a une différence entre ce que je donne, en tout cas la perception de ce que je donne et la perception de ce que mon salarié reçoit, et cette différence va générer du stress. Donc, c'est très difficile de pouvoir identifier une situation de stress, tout simplement parce que la situation pour vous n'est peut-être pas stressante, mais va l'être pour votre collaborateur. Du coup, on va être dans une situation où le stress va se générer, va s'accentuer. Et si vous n'êtes pas en capacité de le prévenir, on va faire face, du coup, à un risque psychosocial avec éventuellement ce qu'on peut appeler du burn-out. Donc, vous avez le burn-out qu'on connaît tous plutôt bien. On sait que c'est une accumulation de charges de travail et les personnes stressent et du coup, on en arrive à un moment à saturation, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Et vous avez également, et ça peut être un peu plus compliqué à expliquer, c'est le bore-out. En anglais, bore, du coup, c'est l'ennui. Et ça peut être aussi une situation très stressante pour le salarié de ne pas être alimenté correctement de travail. Donc ça, c'est vraiment deux situations distinctes, mais c'est vrai qu'en général, on fait plus face au burn-out. Et donc, le stress, ça ne va pas être considéré comme une maladie, mais si on expose de manière prolongée quelqu'un à une situation de stress, on va alors pouvoir générer peut-être des problèmes de santé qui vont ensuite générer éventuellement des accidents du travail ou alors des maladies professionnelles en lien avec ce stress. Donc, le stress, voici à peu près ce que c'est et on va le voir justement comment le prévenir et éviter une situation stressante au travail. C'est important de bien identifier quels sont les facteurs de stress. Donc là, nous appuyons sur les 6 catégories de facteurs de RPS, de GOLAC. 6 qui sont l'intensité, temps de travail, j'y reviendrai, les exigences émotionnelles, l'autonomie et marge de manœuvre, les rapports sociaux et reconnaissance, conflit de valeurs et insécurité socio-économique. On va pouvoir poursuivre. Ce qui est important pour chacun d'entre vous, c'est de se dire, est-ce que dans ma structure, mon entreprise, il y a des risques psychosociaux? Et donc, de se poser un certain nombre de questions. C'est ce que je vais faire pour que vous puissiez identifier est-ce qu'il y a des RPS ou pas. Par exemple, quand on parle d'intensité, temps de travail, est-ce que le volume de travail demandé est-il compatible avec le temps de travail que la personne a? Est-ce qu'il y a un écart entre le travail prescrit, c'est-à-dire le travail demandé, et le travail réel? Et pour pouvoir le faire,
sur quoi la personne s'appuie. Est-ce qu'il y a des procédures, est-ce qu'il y a des prescriptions, comment elle gère ça au quotidien. Est-ce qu'il y a une charge de travail ou un rythme de travail qui est tout à fait acceptable, ou au contraire, parce qu'on le voit dans certains secteurs, je pense au secteur médico-social, secteur de la santé, mais on peut le retrouver aussi dans le commerce, la grande distribution, par manque de personnel. Donc une charge de travail accrue. Est-ce qu'il y a une surcharge? Est-ce qu'elle est ponctuelle ou elle devient récurrente? Je vais vous donner un exemple que moi j'ai eu à traiter. Par exemple, dans le secteur de la presse écrite, on est dans un secteur difficile, un contexte incertain, avec une baisse de chiffre d'affaires. Et on peut voir des commerciaux qui vont surinvestir leur activité, voire travailler pendant leur temps personnel, et donc avec des risques d'épuisement, ou des objectifs qui sont très ambitieux, avec un management qui peut mettre la pression parce qu'il doit répondre à ces objectifs, avec de la compétition en interne, et là, un climat délétère. Et on est intervenu là en période de crise pour faire face à des suspicions de harcèlement. Il y a aussi, dans l'intensité de temps de travail, c'est quelle organisation? Est-ce que les fonctions sont bien définies? Parfois, on se rend compte qu'on ne sait pas où ça commence, où ça finit les responsabilités. Est-ce qu'il y a des heures supplémentaires fréquentes? Est-ce que les salariés peuvent anticiper et planifier leur temps de travail? Est-ce que les temps de pause, quand il y en a, ils sont respectés? Ou est-ce qu'on doit être toujours à la disposition de l'entreprise? Un autre exemple, dans un EHPAD, là où avec des absences répétées, eh bien, le personnel se voit voit régulièrement leur planning modifié, et voire sacrifier leur temps de repos parce qu'il y a un souci de répondre et d'être présent. Le rythme de travail, est-ce que le rythme de travail, est-ce qu'il y a un rythme de travail élevé? Est-ce qu'il y a des cadences élevées qui font qu'il peut y avoir du stress? Est-ce qu'il y a des interruptions en permanence? On voit avec les différents outils qu'on a aujourd'hui, les outils interactifs, et c'est des nouveaux stress qui apparaissent, où on a le mail, le Teams, le Trello, etc. Et il y a une impression pour le personnel qu'on doit répondre tout de suite, en permanence. Est-ce que les procédures sont claires? Dans certains secteurs, on demande de la polyvalence, mais est-ce que cette polyvalence, elle est accompagnée? Est-ce que les personnes sont formées? Ou on leur demande d'être opérationnelles de suite? Je parlais de la connexion. Est-ce que les personnes peuvent, est-ce qu'il y a des process de déconnexion? Est-ce qu'elles sont respectées? Ou au contraire, une impression qu'on doit être tout le temps connecté et on doit répondre aux sollicitations qu'il y a dans la structure? Voilà un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser sur l'intensité et le temps de travail. Les exigences émotionnelles, c'est lié à l'injonction de faire face à certaines situations, à faire bonne figure. Bon, contact avec la souffrance, là on voit dans le secteur médico-social, le secteur de la santé. Et est-ce que les personnes sont confrontées à des situations émotionnelles éprouvantes, mais elles sont et doivent adopter des attitudes, mais est-ce qu'elles sont formées? Est-ce qu'il y a des temps de régulation où on peut déposer ces difficultés? Est-ce qu'elles sont accompagnées en interne ou en externe pour y faire face? L'autonomie et marge de manœuvre. Là, on peut voir deux cas de figure. Soit le manque d'autonomie, c'est-à-dire faire face à des situations, mais on n'a pas l'autonomie, on ne peut pas décider pour y faire face. Soit, moi, j'ai vu aussi la surautonomie, c'est-à-dire que dans certaines situations, les salariés doivent faire face à des situations où il n'y a pas forcément de contrôle ou d'accompagnement
je pense par exemple, moi j'ai travaillé dans le secteur aussi des laboratoires d'analyse médicale où des techniciens pouvaient être amenés à prendre des décisions par rapport à des résultats d'analyse et pouvaient se sentir en difficulté parce que pour eux, ce n'était pas de leur périmètre de prendre cette décision. Dans le secteur aussi, je pense des assurances où il y a eu des modifications, je pense à une assurance, des modifications d'organisation et on demandait aux conseillers de prendre des décisions et donc une charge mentale et du stress parce que pour eux, ce n'était pas de leur ressort. Donc on voit quand il n'y a pas suffisamment d'accompagnement à ces changements de périmètre d'action, il peut y avoir du stress et des difficultés pour faire face à son activité. Donc c'est bien sous-autonomie ou sur-autonomie et donc un impact sur les marges de manœuvre. Autre rapport socio-reconnaissance. On peut voir c'est tout ce qui est lié à la qualité des relations au sein de son service ou au sein de l'entreprise. Alors que ça soit avec les collègues, que ça soit interservice ou que ça soit avec son manager. Est-ce qu'il y a dans vos structures des conflits interpersonnels ou des conflits qui sont pas bien gérés? Des fois, on laisse des situations et parfois, quand on intervient trop tard, il y a des rancœurs. Et parfois, c'est très difficile aux personnes de retravailler ensemble. Donc, n'attendons pas pour intervenir. Donc, voilà. Donc, les signaux, c'est est-ce qu'il y a des conflits? Il y a des tensions qui augmentent. Est-ce que vos managers sont disponibles? Ou alors, ils sont tellement pris par des réunions qu'ils sont plus disponibles pour les équipes. Voilà. Et est-ce que vous avez des indicateurs RH, absence, turnover, qui disent attention, on a des problèmes. Conflit de valeurs. Conflit de valeurs, moi je me souviens d'être intervenue auprès d'une structure parapublique où il y a une personne qui s'est mise à pleurer parce que elle ne trouvait plus de sens à son travail. Elle avait l'impression que ce qu'elle faisait, il n'y avait pas d'utilité. Donc quand il y a confrontation aussi avec les valeurs, ou parfois les valeurs de l'entreprise sont affichées, mais dans la réalité, on est très loin des valeurs affichées, ou des valeurs propres de la personne, on est dans un RPS. Je vois, et j'échangeais tout à l'heure avec Marine, dans une structure où une personne est amenée à faire des contrats de travail. C'est une personne qui est comptable, qui n'a pas forcément été formée à la gestion de ressources humaines. Elle a les informations pour la réalisation des contrats à la dernière minute. Parfois, elle n'a même pas les informations. Et là, elle ne comprend même plus ce qu'elle fait. Donc là, dans ce cas-là, on peut être soit avec des personnes, c'est le cas, qui vont se détacher, qui je fais pour faire, c'est pas mieux, ou des personnes qui perdent du sens au travail et qui se mettent en stress parce qu'on veut bien faire et comprennent qu'il y a des enjeux en faisant des contrats de travail. Insécurité socio-économique, dernière catégorie. Là, on est dans des environnements, et on le voit en 2025, où parfois il y a des réorganisations, mais même si elles existent depuis plusieurs années, mais peur de perdre son travail. On voit avec l'arrivée de l'IA, il peut y avoir des interrogations, l'impact de savoir sur mon travail. Donc aussi l'insécurité, l'importance d'accompagner quand il y a des changements. Voilà pour les catégories. On vous propose un deuxième sondage, votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Est-ce qu'il inclut une analyse des risques psychosociaux? Marie, lance le. Je viens de le lancer. Est-ce que oui, de manière détaillée et actualisée? Oui, mais bon, allez, on le fait parce qu'on sait qu'il faut le mettre dedans. Non, pas encore. Ou vous ne savez pas. Ou ce n'est pas de votre ressort. Je vous laisse 2 minutes pour y répondre.
Quels sont les premiers résultats? Alors, d'une manière générale, on est sur une grosse majorité sur la deuxième réponse, oui, mais c'est assez formel. En revanche, félicitations aux 17% d'entre vous qui répondent oui de manière détaillée et actualisée. Et enfin, on a une vingtaine de pourcents sur non pas encore et je ne sais pas. Je vais fermer tout de suite le sondage. Je vous remercie pour votre participation. Ce qui est hyper intéressant dans ce sondage, c'est finalement de voir votre analyse des URP et voir si vous aviez même l'initiative que d'indiquer des RPS dans votre DURP. Donc c'est plutôt rassurant parce qu'effectivement, à 45%, c'est quand même oui, même si c'est assez formel, ça apparaît tout de même. Et ensuite, Chantal pourra vous faire un petit point un peu plus en détail sur justement ce qu'il faut faire apparaître dans ce DURP. Et non, le DURP, ce n'est pas juste on doit mettre les chaussures de sécurité et on doit tenir la rampe de l'escalier. C'est également analyser les risques psychosociaux au sein de votre société. Donc, merci à tous pour votre participation. Oui, en effet, les résultats montrent que souvent, nous, ce qu'on voit, hein, c'est le document unique de prévention des risques. Les risques psychosociaux sont abordés, mais parce qu'on sait qu'il faut le faire. Et ça peut être aussi l'opportunité, ce document unique de prévention des risques, pour en faire un vrai outil de pilotage et non pas juste pour répondre à une obligation. Donc, on peut passer à la slide suivante et profiter de ce document unique de prévention des risques pour en faire vraiment un outil de pilotage, un outil même avec vos représentants du personnel pour questionner c'est quoi les risques dans nos activités. C'est un outil avec une démarche participative hein, et ce que moi j'ai vécu dans des structures et même quand j'étais responsable ressources humaines, on avait mis en place des commissions où on travaillait sur des risques psychosociaux. Bien sûr, en cas de réorganisation, de restructuration, de changement de périmètre de l'entreprise, quand il y a un impact sur les conditions de travail, réinterrogez votre DURP, même si vous ne savez pas si ça modifie les conditions de travail, mais c'est intéressant de re-questionner et de re-questionner vos professionnels, vos personnels qui sont en lien direct. Je vois là actuellement, j'interviens dans une structure médico-sociale où il y a une modification avec soit réglementaire, soit des pratiques d'accompagnement, et il y a une modification sur le périmètre des postes de travail qui génère beaucoup de stress et de tension en interne. Et c'est vrai que c'est important d'accompagner l'impact de ces modifications sur les emplois pour accompagner et mieux faire accepter aussi ces évolutions. Donc voilà, donc faites de votre d'UERP un outil stratégique et pas uniquement pour répondre à la réglementation ou par crainte d'avoir un contrôle et que vous devez montrer votre DERP. Ce qui est important aussi, c'est vos indicateurs. Qu'est-ce que disent vos indicateurs sur les 2-3 dernières années, que ce soit en termes d'absentéisme, d'irritants, qu'est-ce que ça dit de votre activité, du climat social, de la marque employeur aussi. Hein. Allez voir les avis hein, qu'on donne sur votre structure, c'est des indicateurs. Également, en termes d'actions concrètes, on vous a listé ce que vous pourriez mettre en place, en tout cas, on est toujours dans la prévention. Donc là, on est en amont d'éventuels RPS, et c'est vrai qu'il y a des éléments auxquels on ne pense pas forcément. Le tout premier point qu'on vous propose, c'est éventuellement mettre en place une charte de référence. À quoi elle va servir cette charte? En collaboration avec votre CSE, si vous en avez un, l'idée d'une charte, c'est un petit peu, et comme disait Chantal, en termes de marque employeur, c'est intéressant, c'est
évaluer à un moment T mes risques psychosociaux et les prévenir. Et dans cette charte, je vais mettre en place un certain nombre de routines, de choses à mettre en place au sein de ma société pour faire en sorte qu'il y ait un environnement de travail plutôt sain et un environnement de travail adapté à tous mes collaborateurs. Donc, on va également dans cette charte, si vous décidez de la mettre en place, aucune obligation évidemment, ce sont des actions à mettre en place, mais vous n'en avez pas les obligations. Vous pourriez également faire un processus en cas justement d'alerte sur un éventuel cas de RPS. Parce qu'aujourd'hui, dans le Code du travail, malheureusement, on n'a pas d'informations sur ce que nous devons faire exactement lorsqu'on a un cas de RPS qui nous est remonté. Vous pouvez du coup le mettre en place dans cette charte et ça permet à un moment donné, le moment où vous avez justement un cas éventuellement de harcèlement, de ne pas vous torturer l'esprit à savoir comment, par quels moyens je vais prendre ce cas-là. Je vais dans ma charte, je vois que je dois faire intervenir tels et tels acteurs et je me lance direct pour agir au plus tôt et éviter que la situation ne s'installe. Donc cette charte, ça peut être une bonne idée. Ça peut être un élément en tout cas où vous pouvez impliquer vos élus si vous en avez ou éventuellement directement vos salariés. Et c'est une démarche quand même qui est plutôt très positive et qui permet au mieux d'anticiper. Après, évidemment, veillez à votre environnement de travail. Ça, vous, comme le disait Chantal, vous avez des indicateurs qu'on va voir un peu plus de manière développée ensuite. Mais dès que vous sentez que vous avez un indicateur qui vous semble plus correct, comme par exemple un taux d'absentéisme qui viendrait être absolument important dans votre société, alors même que jusqu'à présent, c'était plutôt stable, posez-vous les bonnes questions et veillez à ce que votre environnement de travail reste sain. On se le disait il y a quelques secondes, quoi qu'il arrive, si vous avez des élus, si vous avez un CSE, il faudra l'intégrer à vos réflexions, il faudra travailler avec lui et il sera de bons conseils pour justement vous amener à prendre les bonnes décisions sur ce genre de situation. Évidemment, prévenir les incivilités. Donc, prévenir les incivilités avec éventuellement de l'externe qui pourrait influer sur votre société. Donc, on se le disait tout à l'heure, des clients peut-être, des prestataires. Il faut analyser ces incivilités et les prévenir, faire éventuellement des formations. On en arrive à notre dernier point pour justement que vos salariés puissent savoir comment réagir à une situation donnée. Par exemple, dans la restauration rapide, les salariés sont formés à des clients qui seraient un peu virulents. On leur dit de se reculer d'un pas, de laisser un bras entier entre le salarié et le client, de ne pas répondre si jamais il y a une interaction virulente. Tout ça sont des éléments auxquels il faut préparer les salariés pour qu'ils puissent, au moment où ils sont confrontés à cette situation, savoir quoi faire. Et tout ça vous permet de concrètement pouvoir anticiper des risques de RPS et éviter qu'elles n'arrivent dans votre société. En tout cas, par expérience, pour compléter ce que dit Marine, c'est en fait construire un environnement aussi qui est sécurisant. Depuis quelque temps, on est même sollicité pour écrire des chartes de bonnes relations au travail. Parce qu'il y a des irritants, et il ne faut pas banaliser les violences verbales. Voilà. Vous pouvez aussi décider de lancer une démarche RPS. Hein, là, on est sur la fin de notre première partie. Et ce qui est important, c'est, on en a parlé, mais c'est d'impliquer les acteurs concernés. Ça ne doit pas se faire uniquement au niveau de la direction ou des services RH, mais bien les professionnels. Et on va, quand on fait le diagnostic, on va analyser les situations de travail. On ne va pas s'arrêter à un comportement individuel. Non, c'est des situations de travail et pour identifier quelles sont les causes. On ne recherche pas de coupable, parce que ça ne fait pas avancer. Hein, donc, mais on est bien pour soit améliorer des dysfonctionnements, et on se pose toujours la question, donc, quand on intervient, par exemple quand il y a des tensions au sein d'une équipe, est-ce que c'est les causes ou est-ce que c'est que les symptômes de dysfonctionnement qui peuvent être organisationnels ou autres? Ce qui est important, c'est de définir un plan d'action avec des réponses à court terme. C'est important que les salariés voient aussi qu'il y a des actions et des résultats à court terme, moyen ou à long terme. Et bien sûr, il faut suivre. Il ne suffit pas d'écrire un plan d'action, puis après on le range, et puis on l'oublie et on ressort un an après pour voir où on en est. Donc c'est important de suivre
Et c'est donc dans un environnement qui est très sécurisant pour les salariés. Voilà donc les conditions de réussite. Donc, deuxième partie, agir maintenant. Maintenant, donc, on a vu toute la partie prévenir. Et maintenant, que faire si vous êtes face à une situation donc, de RPS? Il faut agir. Donc, on en échangé il y a quelques instants. Déjà, quels sont vos indicateurs et les signaux à ne pas ignorer? Donc, les signaux RH, absentéisme, turnover, incidents, hausse de vos inaptitudes, restrictions médicales, accidents du travail. Tous ces éléments sont d'autant plus de facteurs à contrôler, à vérifier et justement à prendre en compte si vous avez quelque chose d'un peu alarmant. Donc, par exemple, le turnover, on sait que dans certains milieux, c'est logique, mais dans d'autres, on a un turnover qui est plutôt stable. Si à un moment donné, vous avez un turnover important, tous dans le même service, ça peut vous donner un ordre d'idée sur quelque chose éventuellement qui n'irait pas. Sur également l'activité et la production, si vous avez une baisse de la qualité, si vous avez des incidents, des insatisfactions fournisseurs ou encore clients, tous ces éléments-là sont également à prendre en compte. Ce sont des éléments que vous allez voir beaucoup plus rapidement, parce que vous, en tant que chef d'entreprise, de toute manière, sont des éléments auxquels vous êtes vigilant au quotidien. Et ces éléments peuvent être éventuellement la conséquence de peut-être un RPS au sein d'un service, au sein d'un collaborateur qu'il faudra gérer. Et enfin, évidemment, votre climat social. Quoi qu'il arrive, il faut être vigilant à ce climat. Si vous avez une hausse de CSE, avec des CSE extraordinaires qui sont demandés par vos élus ou vos membres CSE, et avec peut-être des élus qui sont un peu plus revendicateurs, peut-être un peu plus virulents, ce sont des points d'alerte et ce sont des éléments que vous devez absolument identifier et surtout essayer d'anticiper au maximum pour éviter du coup de donner une situation comme on est en train d'en parler, agir maintenant parce que vous avez un RPS. Donc très rapidement, ça je vous l'indique pour qu'on puisse un petit peu savoir tous de quoi on parle. Donc c'est une définition finalement qui a été donnée par l'ANI du 26 mars 2010. Donc ça date un petit peu, mais vous voyez, c'est toujours d'actualité. Donc la violence au travail, l'ANI nous dit qu'elle peut prendre différentes formes. Donc ça peut être susceptible d'être d'ordre physique, psychologique et ou sexuel. Donc là, on vise de manière générale le harcèlement. Et si c'est d'ordre physique, ça peut même être une agression directement dans vos locaux, dans votre société. Ça peut être également susceptible de consister en incidents ponctuels ou un comportement systématique. Ça, c'est très intéressant parce que ça signifie que la violence au travail, ça peut être à un moment donné quelque chose qui s'est passé, une agression physique, une agression sexuelle qui peut se dérouler sur le lieu de travail. Et donc, ça peut être juste ponctuel. Et ça peut être également des comportements systématiques, et c'est la définition même du harcèlement, avec des événements qui sont répétés, qui sont peut-être moins graves à un moment donné, mais le fait d'être répété peut du coup générer une violence au travail assez importante. Cette violence au travail, elle peut être exercée soit entre collègues, soit entre supérieurs et subordonnés, ou par des tiers, tels que des clients ou des consommateurs. Ce qui est intéressant dans ce troisième point, c'est que là, on vient identifier nos acteurs. Qui sont nos acteurs de RPS? Ça peut être tout à fait entre collègues, ça peut être mon supérieur hiérarchique, éventuellement qui va me donner une charge de travail trop importante, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être également des clients, des consommateurs qui vont être agressifs vis-à-vis du collaborateur. Donc, tous ces acteurs-là peuvent contribuer à du RPS. Et également, ça peut aller de cas mineurs, de manque de respect et des agissements beaucoup plus graves avec des délits éventuellement. Donc, tous ces éléments-là, par exemple, si vous avez une agression physique, une rixe sur votre lieu de travail, on est bien sur des violences au travail qu'il faut prévenir. Donc ça, ce sont nos premiers éléments. On a identifié nos acteurs et on a identifié ce que peut être une violence au travail. Ensuite, plus précisément, idem, je passe assez rapidement, c'est pour qu'on puisse identifier de quoi on parle, mais le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, aujourd'hui, grâce ou à cause des médias, on ne saurait pas trop le définir, mais en tout cas, tout le monde a une idée de ce qu'est du harcèlement sexuel. Mais la réalité, c'est que le Code du travail le définit, ce harcèlement sexuel, et on se rend compte que finalement, ça peut être plein de situations différentes. Vous avez un premier point. Le harcèlement sexuel, ça va être constitué de propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, qui vont venir porter atteinte à la dignité du salarié
ou va avoir un caractère dégradant. Donc, la situation, elle va finalement devenir très hostile ou même offensante. Ce harcèlement sexuel, dans cette première définition, on se rend compte que même des agissements sexistes répétés, ça pourrait être par exemple des paroles envers les femmes d'une manière générale, sans forcément viser quelqu'un en particulier, mais en tout cas le simple fait de dire qu'une femme, par exemple, dans le milieu routier, ne sait pas conduire correctement un camion. Dans ce cadre-là, si c'est répété, si c'est offensant et si ça crée une situation de travail hostile, on pourrait considérer tout à fait que c'est du harcèlement sexuel. Depuis 2022, on a un élargissement de cette définition. Donc maintenant, on va considérer comme étant du harcèlement sexuel lorsqu'un même salarié subit des propos ou comportements venant de plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'entre elles. En fait, cette définition-là, elle est venue finalement être en lien avec la Cour de cassation, parce que la Cour de cassation, auparavant, disait, à partir du moment où une situation n'est pas répétée, nous ne sommes pas dans du harcèlement. Et là, la loi nous dit non, ce n'est plus vrai. À partir du moment où plusieurs personnes, même si ces plusieurs personnes ne font qu'une seule remarque à un salarié, ça reste une situation où le salarié est dans une situation intimidante. Plusieurs personnes se sont liguées contre ce salarié en l'occurrence. Et si vous avez également une personne qui va faire plusieurs fois de manière répétée, on sera encore dans du harcèlement. Donc vraiment, on vient élargir ce qui est du harcèlement sexuel. Et enfin, on vient nous dire que même si ce n'est pas répété, si c'est dans la volonté d'avoir un acte sexuel, donc que ce soit pour la personne qui fait le harcèlement ou même au profit d'une autre personne, dans ce cadre-là, on est bien sur du harcèlement sexuel. Pour que vous puissiez comprendre concrètement ce dernier point, parce que c'est vrai que les termes utilisés ne sont pas très clairs, ce serait par exemple un salarié qui irait voir une collègue pour lui demander si cette personne veut coucher avec une autre personne. Concrètement, on est sur ce genre de situation et ce sont des situations qu'on rencontre malheureusement très souvent. En fait, il y a, grâce à cette nouvelle définition, beaucoup plus de comportements qui peuvent être analysés comme étant du harcèlement sexuel. Et finalement, ce que vous devez retenir, c'est que si ça crée une situation intimidante, c'est déjà trop tard, on est déjà dans une situation de harcèlement. Et là, du coup, ce qu'on vous propose avec Chantal, c'est tout simplement des cas concrets. Rien n'est beaucoup plus parlant que des cas concrets, et vous le voyez dans ce tableau, vous avez des cas qui ont été avérés comme étant du harcèlement sexuel. Donc, vous avez un comportement amoureux, des remarques sexuelles, des attouchements physiques. Et si ça vous intéresse, vous avez ensuite, quand on vous enverra le support, le numéro de la Cour de cassation que vous pourrez retrouver sur Légifrance. Donc, par exemple, sur notre comportement amoureux, on a le fait pour un salarié d'avoir fait parvenir à une collègue des courriers manuscrits, de nombreux courriels en lui faisant des propositions et des déclarations. Donc là, en fait, on est clairement sur une déclaration amoureuse. On pourrait se dire, bon, bah, c'est plutôt mignon en soi, il n'y a pas de contact physique, c'est pas des propos qui sont désobligeants, c'est vraiment, le salarié tombe amoureux de sa collègue. Ça pourrait être plutôt mignon en soi, sauf que non, parce que ça crée un environnement de travail absolument insoutenable pour la salariée en question. Elle n'arrivait plus à travailler, ça lui générait du stress, et du coup, ce salarié a été effectivement donc licencié et ce harcèlement a été avéré comme étant du harcèlement sexuel. Ensuite, de manière plus classique, vous avez le fait d'adresser à une subordonnée des remarques sur sa vie privée, de porter des appréciations sur son anatomie, de tenter d'obtenir des faveurs sexuelles et d'exercer des mesures de représailles professionnelles. Bon, là, on est dans le cas vraiment indéniable de harcèlement sexuel. Ça vous parle beaucoup plus, je pense. Il n'y a pas de suspense. Dans ce cadre-là, effectivement, on est bien sur du harcèlement sexuel. Et après, carrément, on peut avoir des attouchements et où on va avoir des contacts physiques, auquel cas on sera sur du harcèlement sexuel, mais également sur de l'agression sexuelle de la personne. Donc là, on va basculer même sur un plan pénal dans ce cadre-là. Donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée de cas réels, ce sont des vrais cas de harcèlement sexuel qui ont été avérés. Ensuite, les agissements sexistes. Les agissements sexistes, vous en entendez parler. Voici ce que c'est réellement. Donc, les agissements sexistes sont définis comme tout agissement lié au sexe d'une personne
ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Ça ressemble beaucoup à la définition du harcèlement, sauf que là, on ne parle plus de répétition, on ne parle plus de personnes qui se seraient mis en groupe pour éventuellement intimider une personne. Ce sont tout agissements finalement sexistes qu'on va pouvoir rencontrer. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire sur les agissements sexistes, ce qui me semble très intéressant, c'est également, je pense que vous le rencontrez, en ce moment, on a un peu un choc de génération avec une génération nouvelle, nos nouveaux collaborateurs, nos plus jeunes collaborateurs qui, grâce aux médias, vont avoir beaucoup entendu parler des mouvements comme MeToo, des choses comme ça, et du coup qui ont une conscience très approfondie de justement les ajustements sexistes et le harcèlement, et ils ont une conscience beaucoup plus revendicateur. Et en tout cas, ce qui passait il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années en arrière, ne passe plus aujourd'hui. Et des fois, on va avoir des chocs de culture, notamment dans des milieux qui sont peut-être un peu masculins, où on va faire des blagues un peu graveleuses. Et jusqu'à présent, le salarié peut peut-être avoir 30 ans d'ancienneté, il a toujours fait ses blagues et ça passait. Et maintenant, ça ne passe plus. Et ben, on est absolument dans cette situation où justement, il faut prévenir ce genre de problématiques, parce que du coup, on va rentrer dans des agissements sexistes, alors même que le salarié, lui, ne pense pas mal faire, mais la réalité, elle est qu'il fait mal. Et enfin, plutôt rapidement, parce qu'on a pris un peu de retard, il nous reste 10 minutes, donc le harcèlement moral, pour résumer, finalement, le harcèlement moral, très compliqué à venir définir, parce que ça va être le ressenti de chaque personne. Et donc, en fait, ça va être une situation où ça va avoir des conséquences sur la dignité du salarié, ça va altérer sa santé physique ou mentale, et ça va être des situations où on va venir dégrader sa santé physique, par exemple, avec une charge de travail importante, par exemple, avec une mise au placard, parce que ça peut être aussi l'inverse. Et tout ça va générer du harcèlement moral. Là, idem, on vous a préparé un petit tableau avec différentes situations de harcèlement moral avéré. Donc, la mise au placard, donc communément appelée comme ça tout simplement parce qu'on arrête de donner du travail à un salarié. Finalement, c'est une sanction. Hein. On l'enlève de l'organigramme, là en l'occurrence. On lui enlève toute responsabilité. Et dans ce cadre-là, on vous confirme, c'est bien du harcèlement moral avéré. Bien souvent, l'employeur fait ça pour espérer que la personne démissionne. Mais sachez que dès que vous en arrivez à cette situation, c'est jamais bon signe pour vous. Un acharnement également, ça peut être considéré comme du harcèlement moral. Donc, je vais sanctionner mon salarié pour chaque petite chose qu'il ferait, un petit retard, une petite absence, une insubordination éventuelle. On s'acharne, et auquel cas, c'est du harcèlement moral. Rétrogradation, ça peut également en faire partie si c'est subi par le salarié et si c'est injustifié. Et enfin, des appréciations négatives sur la qualité du travail, des appréciations qui seraient infondées, évidemment. Dès lors que vous avez des éléments concrets, il n'y a aucun souci, tout ça est possible. Mais si c'est infondé, si on utilise un mauvais ton, si on est malveillant vis-à-vis du salarié, tous ces éléments-là font qu'on est sur du harcèlement moral avéré. Et du coup, on en arrive à, mais que faire finalement si on a une situation comme celle-ci? Donc là, on va développer finalement votre déroulé de process, d'enquête en tout cas, lorsque vous allez avoir un signalement, une alerte de RPS, de risques psychosociaux. 1, j'ai mon signalement. Donc comment ça peut arriver le signalement? Ça peut être le salarié en question qui vient directement vous voir, ça peut être un témoin, ça peut être un manager qui a été mis au courant et qui vous met ensuite au courant, ça peut être un mail, ça peut être oral. En tout cas, tout élément qui vous laisse penser à un risque psychosocial est considéré comme étant un signalement. Et vous devez agir, ne surtout pas laisser traîner. 2, je prends en compte et je m'active pour faire les choses rapidement. La prise en compte du signalement, pour vous, le premier réflexe, c'est je viens prendre en compte la parole de la personne qui s'estime harcelée, qui s'estime subir un RPS. Je prends cette personne en entretien. Soit vous avez des élus du personnel et auquel cas je vais venir intégrer mon élu du personnel, soit je n'ai pas d'élu du personnel et auquel cas je vais venir intégrer une personne neutre. Éventuellement, le responsable RH, si vous en avez, c'est la personne la plus neutre chez vous pour gérer ce genre de situation.
Donc, je prends en compte et je m'active. Si j'estime, parce qu'attention, vous avez aussi un devoir pour jauger, est-ce que je suis vraiment dans un RPS ou est-ce que je ne le suis pas? Si j'estime, au regard de toutes les définitions qu'on a vues, que je suis bien dans un cas de RPS, j'active une enquête. Mon enquête, évidemment, avec le CSE si j'ai un CSE, avec mon RH si j'ai un RH. Si malheureusement la personne qui est accusée éventuellement de harcèlement est votre RH, vous prenez quelqu'un de neutre. Essayez de prendre quelqu'un qui est cadre et qui est neutre. Mais en tout cas, soyez accompagnés pour avoir un témoin à côté. Lors de cette enquête, vous prenez en entretien la personne qui s'estime victime, la personne qui éventuellement est accusée de harcèlement, tous les témoins qui peuvent rentrer en compte, donc des collègues de travail directs, le manager, et tous ces éléments-là vont pouvoir vous donner du coup une base de travail pour savoir identifier quelle est la situation. Est-ce que j'ai un vrai harcèlement? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je bascule sur les mesures d'accompagnement. Une fois que j'ai fait mon enquête, il faut maintenant accompagner et voir ce qu'il en est. Mes mesures d'accompagnement, ça va être tout simplement, si j'estime que le cas de harcèlement est avéré, que j'ai du harcèlement sexuel, je mets à pied conservatoire mon salarié et je le licencie ensuite. Évidemment, avec la procédure qui va bien. Mais en tout cas, si vous considérez que le harcèlement sexuel, le harcèlement moral est avéré, vous ne pouvez pas conserver dans vos effectifs des personnes qui seraient du coup harceleurs. C'est impossible. Si vous estimez qu'il n'y a pas de harcèlement ou qu'il n'y a pas de RPS, mais que pour autant vous avez quand même analysé des situations qui n'allaient pas, parce que vous en êtes arrivé à faire une enquête, donc c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il faut prendre des mesures. Il faut peut-être séparer des personnes qui ne sont pas capables de travailler ensemble, les différencier dans le service, éventuellement faire des médiations. Ça, c'est plus le côté effectivement RH, et parler, essayer de trouver des compromis. En tout cas, faire en sorte que la paix revienne. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut faire un suivi de tous vos éléments avec votre CSE. Je me répète encore, mais si vous avez un CSE, c'est avec votre CSE que vous devez faire ça. Un suivi de ce qui se passe, éventuellement au début peut-être de manière trimestrielle, et puis après on éloigne un peu plus, mais en tout cas, voir si tout ça suffit, en tout cas en termes de mesures d'accompagnement, et ensuite capitaliser et pouvoir justement anticiper de futurs RPS. Et on en revient à notre début du webinaire. Donc tout ça, c'est ce que nous, on vous préconise en termes de réaction et en termes de bons réflexes lorsque vous avez une suspicion de harcèlement ou de RPS, quel qu'il soit. Il faut réagir très rapidement. En conclusion, il ne faut pas attendre la crise parce que la crise, elle fait beaucoup de dégâts. Et parfois, c'est difficile de continuer à travailler ensemble. Et après une crise, vous pouvez avoir du turnover, en tout cas des démissions, des départs. Donc, donc si vous avez une crise, l'important, c'est faites un retour d'expérience avec les personnes qui ont été impactées. Il faut restaurer la confiance. Prenez soin des personnes qui ont été impactées, y compris vos managers. Prenez soin de vos managers. Et puis, ancrez vos apprentissages, soit dans le document unique de prévention, soit dans des bonnes pratiques. Mais en tout cas, n'attendez pas la crise pour agir. Voilà, je ne sais pas si on a le temps d'une ou deux questions. Et oui, je vais regarder tout de suite si on a quelques questions. Et j'en vois une. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a rebondi sur ce qu'on disait à un moment donné, ce que je ne sais pas de quel slide on parle. La personne nous dit, malheureusement, en pratique, ce n'est pas toujours mis en pratique. Donc, je ne sais pas de quoi on parlait. Donc, vous pouvez préciser. Oui, tout à fait. Et sinon, il semblerait que le webinaire ait été plutôt clair parce qu'on n'a pas d'autres questions que ça. On parlait de la formation tout à l'heure. C'est vrai que c'est important de former, d'accompagner les managers. C'est aussi important aussi de former les équipes parce qu'aujourd'hui, on parle de harcèlement. Tout le monde parle de harcèlement dès qu'on pose, on fait passer une consigne, on redemande que le travail soit fait. Est-ce qu'on est vraiment sur du harcèlement ou pas? On n'y est pas. Et donc, c'est important qu'au sein de vos structures, qu'on ait le même langage.
qu'est-ce que les risques psychosociaux, qu'est-ce que le harcèlement, que ce soit moral ou sexuel. Et comme le disait Marine, pour l'avoir conduit dans une entreprise de production, il y a eu des vrais débats et de générations en disant mais non, ça peut pas être du harcèlement. Eh bien, si, ça peut en être quand c'est répété. Donc oui, il faut acculturer tout le monde. On a une question, on nous demande s'il y aura un replay en plus du support qui vous sera transmis. Je vous confirme que c'est le cas, effectivement, il y aura bien un replay et le support qu'on vous a présenté aujourd'hui avec Chantal. Et je vous remercie pour tous vos commentaires où on nous dit que la formation était sympa. Merci beaucoup. Merci, puis on reste à votre disposition. Vous aurez nos coordonnées si vous souhaitez voilà, continuer cet échange ou si vous avez des questions. Merci. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, au revoir.